Aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice sur les sous-groupes de C étoile fois. Donc l'exercice va se décomposer en deux parties. On va déterminer on va montrer que CP est un sous-groupe et ensuite on va déterminer les sous-groupes de CP. Donc la première question est assez facile, étant donné que c'est un peu comme on peut s'inspirer de la preuve qui dit que quand on a deux éléments qui sont nilpotents dans un groupe qui est commutatif, le produit des deux est toujours nilpotent. Donc c'est grosso modo la même idée, c'est juste que si je prends N1 l'entier tel que qui est associé à Z1 et N2 celui qui est associé à Z2, donc là ça fait N1 et là ça fait N2, j'ai juste à mettre Z1, Z2 la puissance P puissance N1 plus N2, et ensuite j'ai juste à écrire ça comme Z puissance Pn1 Pn2, et ensuite Z2 puissance Pn2 Pn1. Voilà. Et ensuite c'est le tout puissance ça fois le tout puissance ça fait 1, ça fait 1. Donc ça fait 1. Et de la même manière pour Z1 moins 1 puissance Pn1, ça va commuter et on va avoir directement 1 puissance moins 1 qui fait 1. Donc aucun souci là-dessus. On a bien un sous-groupe de CP. D'accord. 1 est aussi évidemment là-dedans. Mais donc la question qui va être difficile, ça va être effectivement de déterminer les sous-groupes de CP. Donc déjà on va pouvoir commencer par quelques exemples. Donc qu'est-ce qu'on a comme sous-groupe non triviaux de CP? En fait ce truc là ça nous fait évidemment penser aux racines de l'unité. Donc on va avoir globalement UPK qui est effectivement un sous-groupe de CP. Puisqu'il est inclus dans CP, c'est un groupe, donc c'est un sous-groupe de CP. Ok. Ça c'est pour un cas quelconque, un cas naturel. Ensuite on peut se demander est-ce qu'il y a d'autres, peut-être UA, potentiellement, un UA avec un A qui a peut-être une relation en rapport avec P. Mais le fait est que ici il y a quand même P qui est premier. Donc on peut quand même se douter du fait que il n'y a que les UP puissance K qui vont fonctionner. Ok. Et alors aussi un truc à vérifier toujours, c'est là justement on a une famille de sous-groupes de CP. Si on fait l'union de tous ces sous-groupes ici, on peut vérifier qu'on obtient un sous-groupe de CP, mais en fait carrément par double inclusion on a égal CP. Ok. Donc ça va être un sous-groupe fini de CP. Et puis ça va être donc le sous-groupe infini de CP qui est CP lui-même. Donc ça va être deux sous-groupes qu'on va pouvoir assez vite remarquer. Et ensuite on va se demander, évidemment, est-ce que c'est les seuls sous-groupes qui existent? Donc la réponse est, on va voir ça. Mais c'est là où il va falloir introduire quelque chose qui est assez pratique dans les faits, qui est vraiment très pratique dans la plupart du temps quand on a un groupe, c'est faire une disjonction sur un sous-ensemble de N qui va être déduit de G et qui va être en fait l'ensemble des ordres de G. Alors quand je vais appeler l'ordre, okay, l'ordre de X, c'est le minimum des K tel que X puissance P puissance K est égal à 1. Parce que ici on parle toujours de X, enfin de puissance de P, donc c'est plus logique de définir l'ordre comme ça. Donc c'est pas vraiment l'ordre de X, mais sinon on peut l'appeler juste l'ordre conjugué au pire. Ok. Et donc en fait on va définir tau comme l'ensemble des ordres conjugués de Z pour Z dans G. Et la véritable disjonction de K va se faire sur tau en fait, sur le fait que tau soit borné ou non, parce que ça c'est une partie de N. Et donc si tau est borné, on va pouvoir écrire tau, on va pouvoir trouver un N qui majore le maximum de tau. Ok. Enfin qui majore en tout cas tau quoi. Et à ce moment-là, on va avoir que pour tout élément Z de G, on peut écrire son ordre conjugué comme ça là. Okay. Et on sait que K est plus petit que N. Donc en lui rajoutant le reste qu'il faut lui ajouter pour le nombre qu'il faut lui ajouter pour arriver à N, on obtient toujours
1, parce que là ça va être le fait de rajouter plus R, ça revient à mettre puissance R, et donc ça fait 1. Donc en fait on a toujours pour tout Z de G, on a Z puissance P puissance grand N qui fait 1, et donc G est inclus dans UP puissance grand N. Voilà. Et ensuite il suffit de conclure avec le fait que G va donc être un sous-groupe de UP puissance N, donc il va être de la forme UD, avec D un diviseur de P puissance N. Et là on va utiliser le fait que bien sûr P est premier pour dire que du coup D va être de la forme P puissance alpha. Et voilà, là on a conclu donc on va être dans le cas où G est de cette forme. Et si taux n'est pas borné, on va pouvoir l'écrire, on va poser une indicatrice. Tout simplement on va l'ordonner. Ok, phi de n avec n dans grand N, avec du coup comme je disais phi qui correspond à une indicatrice. Okay. Et simplement on va prendre, on va montrer que dans ce cas là que CP est égal à G. Dans ce cas là que CP est entièrement inclus dans G. Alors l'argument essentiel c'est de dire que justement comme taux n'est pas borné, peu importe l'élément CP que je prends, qui est d'ordre conjugué n, donc z puissance p puissance n est égal à 1, je peux toujours trouver un élément de G qui est d'ordre conjugué strictement supérieur. Donc soit x dans G tel que l'ordre conjugué de x est plus grand ou égal, enfin oui d'ailleurs le strictement supérieur on s'en fout un peu, plus grand ou égal à n. Donc comme j'ai montré plus tôt, l'ordre de x on va l'appeler m, okay. Comme j'ai montré plus tôt, le fait que m soit plus grand que n, ça implique directement que on a ça. Okay. On a z puissance p puissance n qui est égal à 1, et aussi par définition de x, on a ça. D'accord. Donc là ce qu'on va avoir c'est z qui est dans up puissance m, et ce qu'on aimerait montrer c'est que x engendre UP puissance m. D'accord. Parce que si x engendre ça, étant donné que x est un élément de G, la partie génératrice est une partie de G, et donc on a z qui appartient à G. Ok, donc ça c'est la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que ça c'est vrai. Donc on a une première inclusion qui est vraie bien sûr, mais il va falloir montrer que globalement x est une partie génératrice de UP puissance m. Donc on va pouvoir écrire simplement, ça va reposer bien sûr sur un argument d'arithmétique, on va pouvoir poser x comme ceci, ok, non c'est pas bon, p puissance n, m, voilà, et ensuite dire que x engendre up puissance m, ça revient à dire que k est premier avec p puissance m. Donc ça c'est la question qu'on va essayer de se poser, on va essayer de résoudre. Et donc là encore une fois le fait que P soit premier ça nous aide énormément. Donc en fait globalement l'hypothèse de base qui est P premier nous indique déjà qu'à un moment il faut considérer des histoires d'ordre et tout et de divisibilité. Donc ça nous oriente de ce côté là. Et ensuite il y a la remarque qui dit que comme j'ai dit, x va engendrer up puissance m c'est seulement si le cas ici est premier avec p puissance m. Donc ça va être quelque chose qui naturellement on va y penser et on va rapidement se diriger de ce côté là. Donc simplement on va prendre D, un diviseur de K et un diviseur de P puissance M. Et on va montrer que D est égal à 1, donc comme D divise P puissance M avec P premier, ça veut dire que D est de la forme P puissance alpha. Okay. Donc on va juste montrer que alpha est égal à 0. Et basiquement, l'argument repose sur le fait que x puissance P puissance M moins alpha, okay, ça fait donc l'exponentielle de 2i k sur P puissance M. Et là je mets P puissance M alpha, donc P puissance alpha. Voilà. Et ce truc là, par hypothèse, c'est un entier. Donc, simplement, ça va être égal à 1. Voilà. On va juste combiner nos deux hypothèses pour obtenir que ça c'est égal à 1. Et ensuite,
simplement utiliser le fait que P puissance M, ou plutôt M, on va dire, est le plus petit entier, parce que c'est l'ordre conjugué de X, donc c'est le plus petit entier. Tel que X puissance P puissance K est égal à 1. Et comme alpha est ici évidemment plus grand ou égal à 0, hein, c'est un entier plus grand ou égal à 0, on peut pas avoir alpha qui est non nul, sinon on aurait un entier strictement plus petit, tel que X puissance P puissance cet entier est égal à 1. Donc ça implique que alpha est égal à 0. Et donc ça va conclure le fait que ça c'est vérifié. Et donc ça c'est vérifié. Et donc on a finalement que G c'est égal à CP. Voilà.